Alors, juste une chose, mes techniciens, qui sont des techniciens, alors que moi, pas trop, ils m'ont dit qu'en fait, pour bien entendre la voix, ce sera mieux d'être tout proche et plutôt vers le centre. Ça, c'est ce qu'ils disent les techniciens. Maintenant, si vous avez une autre opinion, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Ça dure normalement 2 heures, mais parfois ils disent que moi j'aime bien en 3 heures. D'accord, vous ne voulez pas suivre mes suggestions? Très bien. Ça prend une seconde. C'est pas grave. Bienvenue. Bienvenue. La suggestion, exactement, tu vois bien que tu n'arrives pas à m'entendre. Ce n'est pas question de mon français qui est déjà mauvais, mais juste vraiment de les sons. Donc, exactement, proche. En plus, je me sens moins seul et... Pas grave, on commence parce qu'autrement... Voilà, exactement, plus proche. Donc, en général, bienvenue. 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 Hein? Maintenant, je ne sais pas d'où vous venez, mais si vous êtes là, bah, sans doute, il y aura une raison, n'est-ce pas? J'imagine. C'est toujours pareil. Est-ce que je pourrais vous appeler Anis? Je veux dire, pas toi personnellement. Tu peux encore t'appeler Grégor, comme hier soir, par exemple, et toi, Balthazar, pareil. Mais est-ce que je peux vous appeler Anis dans le sens vous? Vous voyez, c'est difficile d'être ici parce que la distance... Oh, bonsoir. Ici, il y a 2 places, je disais, parce que la distance entre moi et vous voyez? Non. La distance entre moi et vous, hein? C'est toujours pareil, vous êtes là et moi ici. Mais si je vous appelle Anis, on n'a pas l'impression qu'on se connaît ou alors qu'on est un peu plus proche. Donc, bonsoir Anis, merci que tu es là. Mais je sais, moi, je ne te connais pas trop. Toi, tu ne me connais pas du tout. Moi, je connais quelqu'un de tes poèmes que j'ai bien aimé. C'est vrai, c'est tutoyer comme ça, c'est difficile, mais ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on est là, ben, il faut faire avec. Alors, j'aimerais bien, Anis, si tu peux faire avec mon français. Si tu arrives à faire avec mon français, ben moi, je peux faire avec le tien. Hein? Pour faire avec mon français, ben, avant tout, sur les conjugations, je me trompe tout le temps. Présent, futur, chose, conjugation, je me trompe tout le temps. Si tu peux faire avec mon français, mes conjugations, et aussi mes voyelles. A, E, I, O, U, ça sont les miennes. Les tiennes sont A, E, I, U. Pour moi, entre la roue et la roue, la différence, tu vois, c'est moins qu'une circonférence. Tu vois, Anis, j'avais pensé en fait que les jours, tu vois, ont des noms. Mardi, mercredi, jeudi, mais pas les nuits. Je m'étais dit ça. Les jours, ils ont des noms. Mercredi, jeudi, vendredi, ça. Mais pas les nuits. Et donc, je me suis dit, exactement. C'était un peu comme ça. Je me suis dit, oh, pourquoi on n'appellera pas cette soirée le langage à venir? Ça peut être beau. Hein? Tu avais écrit quelque chose là-dessous, je pense, sur ce langage à venir. Est-ce que tu te sens bien? C'était un peu comme ça. Tu dois faire avec mon français et ma prononciation. Ouais, c'est dur.
Pouvons-nous continuer à parler la même langue, celle qui a servi toutes les horreurs de la guerre, le mercantilisme, la dévastation? Ne faudra-t-il pas la renouveler comme nous filtrons une eau polluée pour faire revivre plantes et poissons? Compris ou pas? Très bien. Eh bien, à Nice, j'ai trouvé ça magnifique, mais malheureusement, l'eau est polluée et les poissons, ils sont morts. Magnifique poème, mais l'eau est polluée et les poissons morts. Ouais. Depuis les années 70, on a tué la moitié des animaux, apparemment. Et pas seulement parce que c'est le changement climatique, mais parce qu'on les mange. J'ai l'impression qu'ils ont dit qu'on mange trop vite, qu'on boit trop vite, qu'on brûle trop vite. On mange le monde par les mêmes trous par lesquels on parle. Hein? Et le problème, ce n'est pas que l'eau est polluée, c'est juste qu'il n'y a presque plus. There is no more. More or less. More less than more, more. Et donc, je me suis dit, comme les jours qu'ils ont des noms et les soirs qu'ils n'ont pas de noms, je me suis dit, nous, on ne comprendra jamais peut-être la crise, les niveaux des crises qu'on est en train de vivre si on continue à dire que cette planète, c'est notre planète. Que cette planète, c'est notre maison. Que cette planète, c'est notre mère. Je me suis dit parce que si cette planète, c'est notre maison, on continuera à balayer la poussière au-dessous des tapis. Si cette planète, c'est notre mère, on lui manque de respect. Moi, je m'engueule avec ma mère depuis que j'ai 15 ans. Je me suis dit aussi, et peut-être je me trompe énormément, mais je me suis dit aussi, qu'est-ce que je me suis dit? Ouais. Que si on continue à dire que cet corps, c'est mon corps, que cette main, c'est ma main, que j'ai une tête et que j'ai des pieds, alors que je suis une tête et je suis un corps, je pense que peut-être c'est là qu'il y a un problème. Ce n'est pas notre planète dans le sens que c'est notre maison ou notre mère. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de choses ici. Est-ce que c'est notre maison ou notre mère? Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais je pense que là, sous le nôtre, sous la question de à qui, peut-être c'est une bonne question. Ben, j'ai invité aussi Vinciane Desprez parce qu'elle sait comment changer les mauvaises questions en bonnes questions, donc j'espère qu'elle va m'aider. Je sais qu'est-ce qu'il est en train de penser. Là, c'est vraiment de la rhétorique. Je sais que personne ne pense à ça, mais je veux dire. Je sais qu'est-ce qu'il est en train de penser. Tu penses déjà à l'exoplanète, à la voix, son corps, disembodied voice. Ouais. En fait, l'exoplanète et la disembodied voice, ils me font penser toujours à l'invention de la lance. Être là où je ne suis pas encore. Être là où je ne suis pas encore. Dans le sens vraiment d'être là où je ne suis pas encore. Il est arrivé. Oui, je sais. J'ai le temps. Mais pour moi, c'est une chose assez particulière parce que, d'accord, être là où je ne suis pas encore, donc on peut toujours aller ailleurs et laisser ici. Mais on est toujours là où on est, au final. On est plus ou moins 7 billions d'humains. Après, il y a plus ou moins 7 billions de rats. Et après, il y a plus ou moins 7 billions de poulets. Après qu'on a tué au moins la moitié des animaux sauvages, je ne parle pas des vaches,
Cette planète est faite d'hommes, rats et poulets. J'ai rien contre les poulets, je les adore. J'ai rien contre les rats, je les aime. Mais il y a des hommes, des rats et des poulets. Alors je me suis dit, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça peut être le langage à venir. Parce que si le corps est inscrit, pardon, si la voix est inscrite, ou il passe, ou il nous trapasse dans le corps, et le corps est inscrit ou trapasse et passe dans l'environnement, est-ce que si l'environnement change, il va changer aussi le langage? Peut-être c'est une mauvaise question. Mais il faut faire avec mon français. Il faut faire avec les français des Vincent Desprez, qui c'est peut-être mieux que moi, mais c'est son français, ou les français qui la traversent. Il faut faire avec les français d'Abdelatif Labi, j'imagine. Que c'est beaucoup mieux que les miennes, mais c'est quand même les français qui traversent Abdelatif Labi. Et il faudra faire avec... Je suis un peu ému, je vous adore, mais il faut faire avec aussi l'air qui devient sang dans le corps de Cecilia Pichuna. Parce qu'au final, je peux t'appeler Anis, ou l'autre soir, c'était Nikita, ou William. Mais au fond, ce que j'aime bien de la voix, c'est que tu vois, moi, je ne te touche pas. Mais je suis déjà là-dedans. J'aimerais bien vous présenter Abdelatif, parce que moi, j'ai déjà trop parlé. Je vous prends une chaise. Quand je les ai invités, j'ai posé à cette personne ces questions. Plus ou moins. Et donc, je les invite pas à nous donner une réponse, mais faire l'expérience de réponse. Bien sûr, pardon. Merci. Ça peut aider, ça. Merci, Alex, de nous avoir invités tous les trois. Je ne sais pas si je dois te dire merci de me donner cette tâche un peu ingrate de commencer d'être le premier à parler. Bon, vous n'êtes pas obligé de me connaître. Je me présente, je m'appelle Abdelatif Labi, je suis écrivain, poète. Je suis né au Maroc, c'est mon pays d'origine. Je vis en France depuis très longtemps maintenant. Et je suis ce qu'on appelle un écrivain marocain de langue française. L'invitation tout à fait sympathique d'Alex m'a laissé un petit peu perplexe au début, parce qu'il y a deux titres pour cette rencontre. Un titre en anglais que je ne comprends pas très bien, Voices of Urgency, et l'autre titre, c'est La langue à venir. Donc, entre ces deux pôles, c'était un petit peu compliqué de voir quelle était la logique, c'est-à-dire de quoi on va parler exactement. Mais je pense que, quelles que soient les rencontres, finalement, un poète parle toujours de la même chose, à savoir de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, de son corps à corps avec la langue et avec le monde. Alors, c'est pour cela que je ne vois pas des têtes que je vois d'habitude lors des rencontres que je peux faire ici ou là. J'ai choisi quelques extraits, parce que ce sont des sujets sur lesquels, bien entendu, les écrivains, les philosophes ont eu maintes occasions de réfléchir, d'écrire. Et si j'ai en horreur quelque chose, personnellement, c'est de me répéter. Alors c'est pour cela que j'ai pris dans un certain nombre de mes livres des moments de réflexion. J'ai pris quelques extraits pour vous donner une idée de comment je me situe dans cette problématique de la langue, de la langue à venir, mais aussi de l'urgence, finalement, de la poésie.
Alors, en principe, on a chacun 20 minutes, mais on a déjà dépensé 25, donc je vais être obligé un petit peu de supprimer certaines choses, parce que j'avais pris 5 thèmes sur lesquels j'ai pu réfléchir jusqu'à maintenant dans mon propre cheminement de poète et d'écrivain. Le premier qui me tient à cœur et que j'ai intitulé pour vous « Écrire à partir de la périphérie ». Pourquoi la périphérie? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a un centre dans lequel nous nous trouvons, un centre qui est l'Occident, le monde développé, tout cela, et puis il y a le reste du monde que j'appelle personnellement la périphérie. Écrire quand on est dans la périphérie, c'est pas la même chose que d'écrire quand on est dans le centre. Et voilà, je voulais vous partager avec vous cette partie de ma réflexion. Donc même si ma vie s'est faite ici, en France, depuis des décennies, avec les ouvertures et la démarche de l'universel que cela implique, je reste un homme du Sud. Je ne cesserai de vibrer pour tout ce qui touche aux tiers exclus de l'humanité, de prêter ma voix aux cris de fureur et de détresse qui en émanent, ma plume à l'immense cahier de doléances que ce tiers exclu adresse désespérément au reste du monde. Je ne suis pas nègre, mais je garde en moi la mémoire de l'esclavage. J'ai vécu tout petit l'épopée coloniale, mais j'en porte encore les stigmates et ne cesse d'en dénoncer les prolongements. Je ne suis pas femme, mais je ressens l'humiliation de celles qui se battent encore pour qu'on les reconnaisse en tant qu'êtres humains. Dans une de mes œuvres, une pièce de théâtre qui s'intitule « Le juge de l'ombre », j'ai découvert en écrivant que je suis argentin, alors que je n'ai jamais mis les pieds en Argentine. Histoire de dire que les combats en Amérique latine ont toujours été miens et que les cultures de ces pays m'ont toujours ébloui. Tout cela pour vous faire toucher du doigt combien m'est insupportable la cassure entre le Nord et le Sud et combien je trouve effroyable ce fossé qui continue à se creuser au point de scinder l'humanité en deux blocs s'éloignant irrémédiablement l'un de l'autre, comme s'ils étaient emportés par une impitoyable dérive des continents. Dévoiler cette réalité, en expliciter les causes ne suffit pas. Il faut aller plus loin, en montrant par exemple le danger qu'elle représente pour toutes les composantes de l'humanité. Les privilégiés, apparemment comme les miséreuses, celles qui n'ont plus rien d'humain, sauf l'instinct de conservation. L'idée force, mais qui est encore prêt à l'entendre, est que personne, sud, nord, riche, pauvre, ne pourra s'en sortir à lui seul, construire son propre avenir en ignorant celui de l'autre. Car nous vivons, après tout, sur la même planète ou naviguons sur la même galère. Si le bateau s'est cassé en deux, rien ne sert de jeter par-dessus bord la moitié des passagers en espérant sauver la deuxième. Donc le défi consiste pour moi à retrouver les voies d'un véritable humanisme, celui qui envisage l'homme malgré les différences dans son unité, dans le droit égal à la dignité et au rêve porté par l'espérance. Comme le temps des prophéties semble clos, le poète que je suis se garderait d'annoncer l'avènement de cette nouvelle conscience, capable de réaliser à terme la fin de la dérive et l'apothéose de la réconciliation humaine. Ce que je peux faire, et à contre-désespoir, c'est en appeler inlassablement au réveil des consciences,
en leur faisant miroiter ce que gagneraient nos vies si elles s'accomplissaient ailleurs qu'au milieu d'un océan de malheur. Voilà la première station de ma réflexion que je voulais partager avec vous. La deuxième a trait à la question de la langue elle-même, puisque le sujet qui nous a été proposé était celui-là. Le poète breton Eugène Guilvic, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui fut un ami, disait ceci: les mots ne se laissent pas faire comme des catafalques, et toute langue est étrangère. Quant au philosophe Gilles Deleuze, il nous propose l'analyse suivante. Un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s'exprime, même si c'est sa langue natale. À la limite, il prend ses forces dans une minorité muette, inconnue, qui n'appartient qu'à lui. C'est un étranger dans sa propre langue. Il ne mélange pas une langue à sa langue, il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas. Faire crier, faire bégayer, balbutier, murmurer une langue en elle-même. Fin de la citation. Donc, puisqu'il faut parler de soi, je dois dire que mon expérience gagne en cohérence et en lisibilité si on la relie à l'approche que je viens d'exposer. Pour moi, dès le départ, dès que j'ai commencé à écrire, il s'agissait de démontrer qu'au-delà de la langue utilisée, l'important pour une littérature, c'est sa détermination à rejeter le principe d'autorité en la matière, à se dégager des mimétismes et à s'insérer dans l'histoire littéraire y comprise, pour entreprendre une reconnaissance systématique du champ de la littérature, y creuser de nouveaux sillons, y semer les graines d'autres possibles de la création. Dans cette entreprise, l'usage du français, qui n'est pas ma langue natale ou ma langue maternelle, l'usage du français a-t-il été un atout, un handicap? Le problème n'est pas là. La seule chose qui ne pouvait pas m'échapper, c'est que je n'écrivais pas dans ma langue natale, d'où la nécessité où je me suis trouvé de tailler dans la langue d'écriture que je maîtrisais, une langue qui fut mienne, chauffée à blanc par mon souffle, fondue dans le creuset de ma mémoire, marquée par les stigmates de mon corps, murmurant, criant avec les intonations de ma voix, me donnant des ailes pour ne rien taire de ce que la loi du silence qui régnait à l'époque dans mon pays d'origine imposait de taire. Y ai-je réussi? Ce n'est pas à moi de répondre. L'histoire d'un écrivain avec la langue, sa langue, est une perpétuelle bataille. Elle n'a de fin que biologique. La troisième station, je surveille ma montre, j'en avais d'autres, mais bon, je crois qu'il vaut mieux faire vite. Je voudrais partager avec vous aussi une réflexion plus récente concernant l'avenir de l'humanité et l'avenir de la littérature. Vous savez, l'alerte écologique est aujourd'hui enfin audible. Je m'en réjouis, étant convaincu qu'elle est salutaire. Comment alors ne pas avouer l'irruption dans le cours de ma quête personnelle d'une angoisse inédite? Jusqu'à une date récente, tout ce que j'ai écrit, en partant de mon expérience de vie et de ce que je percevais des réalités de la condition humaine, s'articulait autour d'une croyance que j'avais en commun avec la plupart des écrivains de tous les pays et de toutes les époques.
je présupposais, avec mes prédécesseurs et mes contemporains, la pérennité de l'aventure de l'esprit, liée à une autre pérennité admise, celle de la vie sur Terre. Une telle confiance n'a jamais été ébranlée, a fortiori abandonnée, fût-ce au plus sombre des épreuves que l'humanité a traversées. Or, qu'en est-il aujourd'hui de cette croyance? Sans verser dans l'alarmisme, la question abrupte que nous sommes amenés à nous poser, de gré ou de force, est terrifiante dans sa simplicité. Y a-t-il encore un avenir pour l'espèce humaine sur Terre? Le scénario catastrophe semble en tout cas ne plus relever de la science-fiction. Ses prémices sont là, mesurables, et la seule inconnue réside dans l'échéance qui nous sépare de son accomplissement. À moins, bien sûr, d'une révolution radicale qu'entreprendrait l'humanité dans son ensemble pour enrayer l'engrenage en espérant que l'irréversible ne s'est pas déjà produit. Alors pour ma part, et quoi qu'il en soit, c'est avec cette angoisse chevillée au corps et à l'esprit que je suis obligé d'écrire depuis ces dernières années. Les combats que j'ai fait miens dans le passé n'auront pas cessé pour autant, mais c'est tout de même dans un tournant que je me trouve à la fois engagé et pris au piège. Dès lors, l'écrire, pour qui, pourquoi, comment, va se poser différemment. Écrire pour sauvegarder la mémoire de l'aventure humaine et qui sait dans combien de temps, témoigner peut-être de ces dernières convulsions, sera-ce là l'ultime tâche de la littérature? D'autres écrivains partagent-ils le même ressenti avec moi face à ce chambardement? Ou suis-je seul à paniquer dans mon coin et sombrer dans le délire? Bon, je m'en arrête là de ces 3 moments de réflexion et je terminerai, pour ce qui est de ma participation, par la lecture de 2 textes. Si j'ai dépensé combien de mon temps? Je ne me montre jamais. Non, moi, ça fait 12 minutes que j'ai commencé. Je vais vous lire quelques extraits du dernier livre que j'ai publié, qui s'intitule « La saison manquante », suivi de « Amour », Jacaranda. Supposition. À supposer une naissance sans douleur, une histoire vierge, l'air entièrement renouvelé, les océans nettoyés à fond, l'eau de source à elle seule prodiguant nourriture et connaissance, le feu cultivé pour obtenir du vin et l'élixir de l'enfance, le vent propice ramenant du large les harmonies savantes qui ont présidé à la création, des animaux libres portés sur la beauté, veillant sur les espèces rares. À supposer une nouvelle demeure pour la langue et l'idée. À supposer ce que tout un chacun désire au plus profond de lui-même, une vie de rechange où l'on choisirait librement ses géniteurs, son lieu et sa date de naissance, son nom et son sobriquet, sa voix ou ses langues, sa ou ses langues intimes, sa religion, si besoin est, ses amours, uniques ou multiples, la couleur de ses idées, ses combats mûrement réfléchis, sa maison et son arbre tutélaire, son errance et ses pèlerinages, les livres, la musique, la peinture, qui soient à la hauteur de ses propres talents, et tant qu'à faire, quelques secrets qui ne font de mal à personne, comme celui d'un double intime à qui l'on pourrait se confier sans risque de se trahir
ou d'être trahi, quelque futilité pour se distinguer de la masse, comme de rire de ce qui n'est apparemment pas risible, de pleurer quand l'ambiance est à la fête. À supposer une vie que l'on créerait librement de A à Z. À supposer la femme et l'homme guéris de la peur, de la soumission, n'ayant rien à acheter, rien à vendre, soulagés de la possession, toujours amoureux, toujours mortels. À supposer une vie sans salle d'attente, après laquelle il n'y a ni regret, ni remords, un conte que l'on se transmet depuis les commencements et que chacun meuble, interprète à sa façon. À supposer un épisode inédit de la Genèse qui verrait surgir un nouveau continent où de plus chanceux que nous connaîtraient enfin la saison manquante. L'utopie serait alors dans son élément. Du rêve à la réalité, il y aurait des délais raisonnables et à coup sûr des passerelles. Vivre ne serait pas de trop. L'on ne dormirait que de l'œil extérieur au cœur et l'on ne se sustenterait que de l'imagination pure et impure, sans entrée ni accompagnement. L'on rêverait toujours, mais en plus grand, comme d'habiter l'univers entier sans besoin de s'y transporter, comme de négocier un traité de paix équitable avec les éléments déchaînés de la nature, comme d'introduire le principe d'amour dans le préambule de la Constitution universelle. L'on supprimerait le nombre adéquat des souffrances incompréhensibles pour ne garder que celles qui alimentent la vigilance, le questionnement, la quête de probables et d'improbables lumières. L'on prendrait soin, comme de la prunelle de nos yeux, de chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque particule de l'air, et encore plus près de nous, du fragile, du balbutiant, de l'éphémère, de ce qui, au fond de l'être, persisterait de la solitude et de la peur. La mort déchirante, dégradante, ferait place à une disparition discrète, propre, dont tout un chacun comprendrait les raisons, saluerait l'élégance. À supposer l'inatteignable à notre portée et l'instinct puissant, le trait de génie qui nous ferait tendre la main, non pour le caresser comme en rêve, mais pour l'empoigner résolument. À supposer de notre aventure l'incroyable qui repartirait de plus belle. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Martial Després, je pratique la philosophie, enfin j'essaie parfois pas. Et je m'occupe surtout des gens qui travaillent avec des animaux, que ce soit des gens qui travaillent par le biais de pratiques scientifiques, mais au fur et à mesure c'est devenu d'autres personnes pour d'autres savoirs. Je remercie chaleureusement Alex pour cette invitation, ainsi que toute l'équipe qui le seconde et qui me permet de rencontrer Cécilia et Abdelatif et de rencontrer leurs textes et leur travail, ce qui a été pour moi une grande joie en préparant mon propre travail. Et en disant très clairement que ce que j'ai fait était en partie inspiré par ce qu'ils ont fait, par ce que j'ai pu lire d'eux. Ce qui est toujours une bonne chose, enfin, peut-être pas pour eux, mais en tout cas pour moi. La question en fait que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler, c'est je me suis demandé, mais on parle du langage à venir, et qui va parler le langage à venir? Et c'est peut-être là mon petit souci avec l'humanisme délatif, mais on sait qu'on peut avoir plusieurs définitions de l'humanisme, c'est que finalement, si on se met dans une perspective humaniste, eh bien ce sera de nouveau le seul fait des êtres humains, toute cette histoire de langage et de poésie. Est-ce que le langage devrait être exclusivement porté par les mots? Est-ce qu'en fait le langage sera seulement à entendre? Et s'il n'est pas à entendre ou à entendre, de quelle étoffe il sera?
parce qu'il y a une étoffe au langage. Dire par exemple de la poésie qu'elle nous donne des ailes, c'est des choses qu'on peut dire. Nous humains, on dit ça facilement. La poésie nous donne des ailes, comme on dira l'amour nous donne des ailes. Mais... Et comme tristement Red Bull nous l'a volé, cette histoire, et fait qu'on ne peut plus le dire. Mais dire par exemple que la poésie nous donne des ailes, en résistant à la confiscation de Red Bull, en disant ils ne l'auront pas ce mot-là. Comment est-ce qu'on pourrait le prendre au sérieux? Nous donner des ailes. Comment est-ce qu'on pourrait prendre ça non métaphoriquement, par exemple? Alors je me suis mis à tisser des histoires autour de ça, parce que c'est dans mon métier, au fur et à mesure que j'avance en essayant de pratiquer de la philosophie qui ne soit pas trop contrainte par les disciplines, j'ai fini par comprendre que la seule manière de faire, c'était de raconter des histoires, mais des histoires vraies. Pour les histoires pas tout à fait vraies, je suis encore trop inconséquente. Je vais d'abord raconter une histoire, pour commencer, qui est une histoire que m'a racontée, parce que je raconte aussi des histoires qu'on me raconte, évidemment, l'ornithologue Thierry Aubin. Donc, il observe des oiseaux, il travaille avec des oiseaux depuis des années, et pas seulement des oiseaux, en fait, il est devenu un spécialiste du son. Et pendant des années, il a étudié le chant de l'alouette des champs. C'est un petit oiseau brun qui a un chant assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les alouettes des champs. Les alouettes, elles ont cette particularité à certaines époques, c'est qu'elles montent en chantant le plus haut qu'elles peuvent. Et puis quand elles ne peuvent plus, quand les sacs sont vidés, elles replongent et puis elles vont remonter en chantant. Et en fait, c'est autant un chant que chorégraphique. Mais lui, il a essayé d'étudier les alouettes des champs, pas seulement quand elles font cette espèce de prouesse qui est déterminée plutôt par certains contextes, par de la lumière, par du soleil, par de la chaleur, par d'autres aussi. Mais il a étudié plutôt ce qu'on appelle les réponses territoriales. Alors, les réponses territoriales, c'est quand l'alouette des champs occupe son territoire, quand elle est chez elle, le mâle va se mettre à chanter et on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit? Et c'est très intéressant, c'est pour comprendre ce que dit un mâle d'alouette des champs. En fait, il faut regarder ce que les autres font quand ils parlent. Puisqu'on n'arrive pas à comprendre sa langue, ce sont les réponses qui vont nous donner des significations. Ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. C'est comprendre une langue par les réponses qu'elle suscite. On abandonne l'idée de comprendre en elle-même. Donc, on est toujours délocalisé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on est humain et qu'on n'est pas très très bon là-dedans, on enregistre le chant d'une alouette des champs. Et puis, quand elle n'est pas là, on repasse l'enregistrement à ses voisins et voisines. Et on modifie des choses dans l'enregistrement. Et on regarde si on modifie quelque chose, est-ce que les réponses que les voisins et les voisines donnent au chant vont être modifiées. Et ainsi, Thierry Aubin repassait le chant d'une alouette des champs particulière à ses voisins et ses voisines et essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui importe dans le chant? Parce que peut-être que c'est ça aussi qui est beau chez ces scientifiques qui sont à la limite d'être poètes, je pense, c'est que ce qu'ils cherchent, pour comprendre le chant d'une alouette des champs, il faut comprendre ce qui importe dedans, peut-être pour elle-même, mais en tout cas pour les autres. Et donc, on a fait varier le chant, et on a modifié les enregistrements. On a fait varier la fréquence, la hauteur, l'intensité, le rythme. Pendant 10 ans, ils ont travaillé sur le chant de l'alouette des champs, en faisant varier tout ce qu'il était possible, en réenregistrant, en le passant d'autres heures, en modifiant le chant, etc. Et Thierry Aubin dit qu'il ne s'est rien passé pendant 10 ans. Ils n'ont rien appris. Et puis un jour, Thierry Aubin a modifié le silence qui espaçait les séquences et les notes. Et là, les alouettes ont répondu tout autrement. Ainsi raconte-t-il. Il nous a fallu 10 ans pour comprendre que ce qui importait dans le chant de l'alouette des champs, c'était le silence. Je vais en venir maintenant par des sauts qui sont le cœur même de mon travail. Je voudrais revenir à la philosophie. Et je voudrais vous parler, c'est un petit texte que j'appellerai d'abord. C'est un petit texte que j'ai écrit pour cette rencontre et je leur ai donné des noms en croyant qu'un jour j'allais devenir poète. D'abord, c'est avec William James que je vous propose de tisser ce fil-ci,
de faire des nœuds. Une chose est toujours d'abord. En fait, c'est ce que j'ai donc appris avec le philosophe William James. L'eau est d'abord ce qui désaltère pour celui qui a soif, et elle est d'abord H2O pour le chimiste. Mais si le chimiste a soif, l'eau aura un autre d'abord. Le d'abord est toujours relatif à une situation, à un temps. En fait, il est toujours dédié. D'abord pour qui? Il est toujours relativement à une histoire. S'il y a un d'abord, il y a toujours un ensuite. Et c'est ce qui trame le tissu des histoires. Un d'abord est donc toujours relatif, mais il ne peut pas se réduire au relatif, ni à une situation, ni à son énonciateur, ni à une position, ni à une suite à donner. La suite à donner exige du d'abord, la position précise le d'abord, un énonciateur va dire le d'abord, une situation va amener le d'abord. Être d'abord, c'est toujours être relativement par rapport à un autre être, c'est être relativement pour une situation, pour un faire, pour une expérience. Moi, ce que j'aime avec le fait que les choses puissent être d'abord pour un être, c'est que les mondes deviennent relatifs sans être incommensurables. On apprend à cultiver des versions, c'est-à-dire des histoires qui changent et qui n'existent que par leur relation à d'autres histoires, commençant, elles, par un autre d'abord. On peut être chimiste, mais on ne peut pas prétendre détenir et épuiser la vérité de l'eau. Mais c'est par là, par sa composition, que l'eau importe pour le chimiste. Et on ne peut jamais négliger que quelque chose importe au chimiste, sauf à faire violence, sauf à offenser. Et si le chimiste étanche sa soif, il connaîtra une autre version de l'eau, qui en est une autre vérité, c'est-à-dire une autre façon d'importer. H2O ne sera plus alors pour lui qu'une formule chimique. Et la soif sera une manière d'intensifier des relations. Étancher n'est plus un verbe d'action, mais une manière d'intensifier une mise en rapport heureuse. Le chant de l'alouette, c'est d'abord du silence, et de ce fait, le silence se met à importer autrement pour les éthologistes qui observent les alouettes. Et c'est bien là la magie du d'abord, parce qu'il s'agit de magie, au sens où l'acte magique fait connecter les signes autrement. C'est ça la magie, c'est faire connecter les signes autrement, c'est créer des connexions inattendues qui attachent d'autres êtres, ici en ce compris l'être du silence. La magie du d'abord signale des importances et intensifie leur nécessité. D'abord. Qui est le d'abord pour un autre être? Quel serait le d'abord poétique dans le cas d'un animal? Peut-on parler de poésie animale? Et quelle en serait la langue? J'intitule ceci « Éthopoésie ». Dans l'avant-propos de son livre « How Forests Think », Comment les forêts pensent, l'anthropologue brésilien Eduardo Kohn remercie un autre anthropologue, son maître, Franck Salomon, de tout ce que ce dernier lui a appris. Il écrit que de lui, il a retenu que la poésie est une ethnologie par d'autres moyens. Ce qu'il dit de l'ethnologie ou de l'anthropologie, du fait qu'elle est poésie par d'autres moyens, je crois qu'on pourrait tout autant l'affirmer ou le tenter ou l'expérimenter à propos de l'éthologie, cette science qui s'occupe des habitudes des animaux. La poésie serait de l'éthologie par d'autres moyens et peut-être oserais-je affirmer que la réciproque serait vraie. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je dirais, mais à titre provisoire, et ce n'est qu'une proposition, et vous pourrez la contester, en ajouter de meilleures, que l'éthologie-poésie ou l'éthopoésie serait la science capable d'intensifier ce qui importe aux êtres et dont on s'attache à décrire des morceaux de vie, et de le faire de telle sorte à ce que ce qui leur importe
se mettent à importer autrement pour nous, en fait que nous soyons traversés par cette importance, intensifier les importances. C'est tout un art de faire bouger les corps à distance. C'est une définition que j'ai un jour lue de la poésie, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais elle me conduit parfois en des lieux auxquels je ne m'attendais pas du tout. Les arbres m'émeuvent au-delà du normal. Je suis incapable de regarder un arbre et de m'arrêter à son apparence. Il suffit de peu pour que l'être en lui se mette à vivre. Vivre en poésie, Abdellatif Labi. Ce qui voudrait dire que les éthologistes ne devraient plus tant apprendre à parler droit, comme on apprend aux scientifiques, ou objectivement, c'est-à-dire avec des mots ascétiques qui peuvent porter des généralisations très lourdes, comme le mot comportement, qui pèse 1 tonne et qui doit être porté par des milliers d'êtres, et même dans ce cas, il y en a plus d'un qui seront écrasés. Non, les éthologistes apprendraient à bien parler de ce qui importe et feraient importer. Certains le font déjà. Ainsi, certains d'entre nous ont-ils appris à aimer le silence des oiseaux et à nous le faire aimer. Non pas le silence des oiseaux qui se taisent, mais le silence qui donne de l'importance à ce qui précède et qui suit, un silence qui intensifie les précédences et qui donne suite. Et si c'est le cas, nous pouvons faire alors de l'éthopoésie qui puisse nous faire écrire très sérieusement que des chiens qui jouent font l'expérience de la grâce dans la joie, que les lièvres aiment se promener, c'est André Dhôtel qui disait cela, ou encore que les oiseaux savent honorer le silence, à condition de penser à partir de quelle situation peut se dire d'abord, c'est-à-dire être privilégié comme manière de dire, de regarder, de penser et de rendre compte en fonction de ce qu'elle arrive à faire sentir. Ensuite, mais si je m'en tiens là, si je me tiens à ce que je viens de dire, si j'en me tiens à ce d'abord, on me dira que je n'ai pas envisagé que les animaux puissent être des auteurs. Je n'aurai accompli que la moitié du chemin. Cette poétique dont je parle, ces ornithologues qui parlent du silence, en fait, ça resterait indubitablement notre poésie. N'allons pas trop vite. Eduardo Kohn, toujours lui, dit que les forêts pensent. Bien sûr, ajoute-t-il, on pourrait penser que je devrais, moi, comme anthropologue, dire que mes recherches s'attachent à décrire comment les gens pensent que les forêts pensent. C'est là le travail des anthropologues. Mais non, dit-il, c'est pas ça que je dis. Je dis que les forêts pensent. Et si je dis que les forêts pensent, et si je dis que si les gens pensent que les forêts pensent, c'est parce que les forêts pensent. Alors peut-être ai-je accompli plus que la moitié du chemin, pour ma part, en cherchant les éthologistes poètes. Les éthopoètes peuvent écrire la poésie des bêtes parce que les bêtes sont poétiques. Et que le corps de certains éthologistes, les éthologistes devenus éthopoètes, le corps de ces éthologistes, éthopoètes, est la caisse de résonance de la poésie des bêtes. Comme le corps d'Abdellatif Labi est caisse de résonance des arbres, et celui de Cecilia, je fais référence à une de ces très belles poésies, et chambre d'écho, caisse de résonance de la mer, comme le sont les coquillages et les oreilles sans doute, et elle en parle aussi. Et comme le corps des poètes le serait de tout ce qui est centre d'expérience. Parler de centre d'expérience, c'est me référer ici à un philosophe que j'aime beaucoup, qui est un de mes amis, qui est Didier de Bèze, et qui dit que chaque être vivant est un centre d'expérience sur le monde. C'est ainsi qu'on parle maintenant de l'âme des non-humains. Je cite Cecilia ici, en anglais. One day, I felt the sea senses me. In this instant, I understood the body and sea conversed in a language I needed to hear. Je vous invite aussi à voir, ou plutôt entendre, sa réponse posée à la question de Gary Sullivan, de la différence entre un poème et une performance. C'est une réponse à cette réponse que je suis en train de faire. Allez voir sur YouTube, c'est magnifique. Les bêtes impriment leur poésie sur le monde, et parfois ces poèmes passent par le corps des poètes.
Elles le font, ces bêtes, sur le mode qui est le leur, c'est-à-dire sur le mode multiple de langues faites de signes et d'énigmes. Les énigmes étant ici des connexions qui capturent des signes improbables. Le philosophe Alfred North Whitehead parlait des propositions, les propositions philosophiques, mais qu'est-ce qu'une proposition philosophique, une fois que je vais la définir comme ceci, en disant d'elles, donc des propositions, qu'elles sont des appâts pour des sentirs, lure for feelings. Eh bien, je dirais à la suite de ce qu'il m'inspire que le corps de certains poètes sont des appâts pour les flux poétiques d'animaux et d'autres vivants poètes. À nouveau, d'abord et ensuite, intensification et importance. Devenir capable d'entendre le silence, de sentir vibrer les arbres, d'être traversé par une vague en conversation avec l'étoffe du corps. Encore un petit peu? J'ai encore 5 minutes. Comme le dernier texte n'est pas de moi, je vous en donnerai la référence et on pourra le distribuer. Devenir capable. Devenir capable, c'est un mot que j'aime, que je cultive et que je ne cesse de travailler. Devenir capable d'écrire une poétique éthologique, à la fois une protestation contre la mort et une insurrection ontologique, une résistance désespérée à la dévitalisation du monde, et c'est ce que Cécilia nous propose. Une poétique éthologique comme celle que la peintre Émilie Carr réussissait à créer dans ses peintures et ses écrits, qui soutient et célèbre la persévérance de la vie. Ainsi écrivait Émilie Carr à propos du vieil érable qu'elle avait été contrainte d'abattre dans son jardin. Voici ce qu'elle écrit. « Les souches d'érable ont été laissées dans le sol. L'une ne tarda pas à mourir. L'autre s'est agrippée furieusement à la vie. Sa sève a refusé de se tarir avec une sombre détermination. Cette souche a décidé de continuer à vivre. Privée d'eau, de lumière et d'air, l'érable se souvenait encore du printemps et conduisait sa sève le long de ses racines livides. La souche du vieil érable ne voulait pas renoncer. De toutes les créatures vivantes de la maison, aucune n'avait aussi peu pour vivre que cette souche d'érable, et pourtant, elle s'accrochait au dernier lambeau de vie. Elle aimait vivre. She loved living. Être ou devenir capable, j'en reviens à Thierry Aubin, de dire que si les baleines chantent, c'est peut-être parce qu'elles ont peur du noir, parce qu'il fait noir dans l'océan. Alors les baleines se lancent des chants. Où êtes-vous? Où suis-je? Et dans le noir des profondeurs, les chants dessinent des lignes de position. Les baleines inventent une géographie musicale. Tout autrement font les oiseaux. Mais il s'agit encore de géographie poétique, comme dans ce passage du roman « Réparer les vivants » de Mélisse de Kerangal, lorsqu'elle évoque les chardonnerets d'Alger. Du jeune Ossine, qui vendait place de l'horloge à Alger, des chardonnerets piégés dans les forêts, elle écrit « Reconnaissant chaque espèce, ses caractéristiques et son métabolisme, il pouvait citer à l'oreille la provenance des oiseaux, voire le nom de sa forêt natale. Mais l'émotion du chardonneret excédait la musicalité de son chant et tenait surtout de la géographie. Son chant matérialisait un territoire. Vallées, cités, montagnes, bois, collines, ruisseaux. Il faisait apparaître un paysage, éprouver une topographie tâtée d'un sol et d'un climat. Un morceau de puzzle planétaire prenait forme dans son bec. Le chardonneret expectorait une entité solide, odorante, tactile et colorée. Les 11 de Ossine, une variété, livraient ainsi la cartographie d'une zone immense. Dernier texte, série de transformations. Série de transformations, flux de paysages devenant géographie, devenant chant, devenant poésie,
et s'achevant dans l'écriture. Chacun d'abord de chacun des êtres impliqués dans ces séries entre en connexion avec celui à qui il transmet. Chaque centre d'expérience prolonge un flux qui s'imprime en lui. Ce sont ces séries de transformations que je retrouve d'ailleurs, d'une certaine manière, dans cet extrait du roman « Sans l'orang-outan » de Éric Chevillard. C'est avec cet extrait que je vais terminer. Le point de vue de l'orang-outan, qui ne comptait pas pour rien dans l'invention du monde et qui faisait tenir en l'air le globe terraqué avec ses fruits charnus, ses termites et ses éléphants, ce point de vue unique à qui l'on devait la perception de tri de tant d'oiseaux chanteurs et celle des premières gouttes d'orage sur les feuilles, ce point de vue n'est plus. Vous vous rendez compte? Le monde a rétréci d'un seul coup. C'est tout un pan de la réalité qui s'affaisse, une conception complète et articulée des phénomènes qui fera défaut désormais à notre philosophie. Je vous remercie.
Masude. Otro para Masude. Shanyon tuku linudo lanudo wal pamawel cuerpo de fleco torcido rayado voz de cuerpo duel mawel shanyon tuku Así se escriben, se codifican los contenidos que no deben ser olvidados. Ainsi que s'écrivent, que se codifient les contenus qui ne doivent être oubliés. Se escriben en las estrellas. Ils s'écrivent dans les étoiles. Se escriben en tres realidades. Ils s'écrivent entre les réalités. La participación en el pensar imaginal colectivo. La participation dans la pensée imaginaire collective. No es tejer, es más que tejer. C'est au-delà de ce que l'on conçoit. Roquiduan, pensar antes de tejer. Lo duro es frágil, lo flexible es resistente. Il s'agit du fragile, du dur, de ce qui cède à la résistance. Las grandes tequeduras du buen café, del esfuerzo exaltado. Ce qui dépasse l'effort de l'exaltation. El esfuerzo exaltado, el exalte del esfuerzo. L'effort exalté, l'exaltation de l'effort. El color de la realización alegre. La couleur de la réalisation joyeuse. El rojo ayuda a parir el futuro. Le rouge aide à approcher le futur. El tejido animal es rojo, es pura sangre. Le tissu animal est rouge, il est pur sang. It persuades the placenta to come out. Il persuade le placenta
à s'extraire. La lana roja, jacataña, La laine rouge, jacataña. Que nazca la unión, la fuerza colectiva. que naisse l'union, la force collective. Para honrar a Abdel Latif et Vinciane Després, Pour Abdel Latif et Vinciane Després, j'ai décidé de cantar este tejer. j'ai décidé que chanter, c'était tisser. No tejer en un sentido táctil, Pas au sens tactile, tejer en un sentido ñamantuco, mais au sens nyamantuko. nimin, jacataña, the indigenous sense of weaving many realities, 4, 5, 6, 10 realities which you don't weave with your hands, but with another sense, a sense that comes forth when you sing on the other side of the tongue. Tisser au sens indigène, tisser toutes les réalités qui s'entremêlent, non pas les tisser avec vos mains, mais les tisser au-delà de ce qui est perçu, Au-delà de l'automne. au-delà de l'automne. Oui, l'automne, the women singers in the high Andes, they live with the animals and they sing the animal songs. If they sing a boring song, a song that repeats itself all the time, like globalized religions, like the evangelical religion, so forth, it creates the extermination of the animals, because if the animals hear a monotone, homologued song, they are so bored. Les femmes vivent avec les animaux et les femmes chantent des chansons. Et en fonction de ce qu'elles chantent, les animaux réagissent. Donc si elles chantent des chants monotones, si elles chantent par exemple les chants évangéliques, ces chants homologués, et elles entraînent l'extermination des animaux qui, à force d'entendre et d'entendre encore ces chants monotones, finissent par se laisser mourir. So the women specialize in singing what is called virsu. C'est pourquoi les femmes se sont spécialisées dans un chant, le chant qui s'appelle le Vinsu. Et le virsu, c'est une chanson qui n'est connue, qui n'existe pas until you sing it. Jusqu'à ce qu'elles le chantent. Comme les sons qui sont nés ici, quand je suis entre vous. Entre vous. Je ne parle pas français, je parle virsu. En el mundo ignorado, cacachaca. Dans le monde ignoré, Kakasha. A la llama colorada. El estirco, taquilla, caquito, 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 cococo, cococo, cococo. De ánimas, los animales salieron de sus bultos tejidos. Les animaux sont sortis de leur environnement tissé. La trama del canto penetra todas las dimensiones.
la trame du chant pénètre toutes les dimensions. La llama hembra celestial. Ça s'appelle la dimension céleste. La señora Viracocha de cualidades andróginas. La dame Viracocha aux qualités androgynes. Ellas son espíritus de aliento, pastores de silbido. Ce sont des esprits pastoraux. Melodías torcidas. Des mélodies enveloppantes. Torcidas, twisted. I know, but tordu in French is strange. Melodías con sa. Tordu, entonces si quieres. De melodías con sa. Tressé. Un lenguaje silencioso que baja de los cerros. Donc mélodie tressée avec le silence qui va. Que descend de la montagne. Ah. C'est une chanson qui a des silences dans le inside. Oui, intrinsèquement, à l'intérieur. À l'intérieur de la chanson. Para traer la cualidad efervescente del sonido. Pour apporter la qualité effervescente du son. Que aclarece en el corazón. Qui apparaît dans le cœur. They tune the voice to the sound of water. Le ton de la voix du son de l'eau. You tune your voice to the voice of the water. Le ton du son de la voix de l'eau. Tu afinar tu voz, afine ta voix al son de l'eau. El sonido del agua clara. Le son de l'eau claire. Los cantos animales nunca cambian. Les chants animaux, eux, ne changent jamais. Todos los cantos cambian, sus susurros, murmullos, su tiempo de transición. Tous les chants changent en susurrant, en murmurant les temps de la transition. Pero no el canto de los animales que guarda su silencio como tú dices. Et les chants des animaux, eux, non. Comme tu l'as dit, eux gardent leur silence. Le silence es el nudo de la vida, y ese es el canto para ti. Le silence est le nœud de la vie. C'est ce que je chante pour toi. El sonido del telar le enseña a la voix. Cela est ce que le son montre, enseigne à la voix. The Lord teaches the voice, the pause, and the sound, and the woman shepherd, she says, el corazón que recibe es el ovillo. La bergère dit, c'est ce que le son et la voix se disent en se mêlant, et la bergère dit,
Le cœur es lo que recibe. El corazón que recibe es el ovillo, el nudo del canto. Le cœur, el corazón que recibe es el ovillo. Ya. Sí, el ovillo del alma. Le cœur reçoit la pelote, qui est le nœud du chant. Ok, no. No, eso no entiendo. C'est une improvisation, Massoudé, tout est merveilleux. Je ne sais comme nous ne savons essayer. Nous n'avons pas essayé. Non. C'est des concepts très difficiles parce que c'est le concept de la bergère. Elle dit, le cœur qui sait comme recevoir, c'est Une pelote. une pelote de laine. Le nœud de le chant et le cœur qui est ouvert pour Recevoir. pour recevoir. Ça, c'est le corps de Kippur. El canto es la boca que riega la tierra. Le chant est la bouche qui reçoit la terre. Ya. La sangre del animal sacrificado mueve a las mujeres a cantar. Le sang des animaux sacrifiés incite les femmes à chanter. El canto se hace rojo por el sacrificio. Le chant devient rouge par le sacrifice. El rojo inunda todo el espectro sonoro de las canciones. Et le rouge pénètre tout le champ sonore des chansons, tout le spectre sonore des chansons. Oui, el rojo deluciente de la sangre materna. Le rouge reluisant du sang maternel, Vitalizante y mortífera. vitalisant et mortifère. Oui, mortifère surtout. Je le sais. Bon, nous avons 2 minutes pour l'équipe ou non? Où est Alex? Alex est là. Est disparu. Je suis là. Je dois finir ou je peux faire un kipou? Oui, tu pourras faire un kipou. Un kipou? Mais après, comme ça, on pourra discuter ensemble. Si, non, ce sera... Très bien. Alex m'a demandé de faire un kipou. Ça, c'est très bad idea. Mauvaise idée. Parce que je suis un kipou. Et je fais kipou tout le temps. Therefore, I don't know how to stop. No. So, this will be just a very brief one. On en fait un petit. The Kippur is a cosmic event. A Kippur, if you read in a book, it says that it is a form of writing that uses knots. That is because in Western mind, that's easy to understand. It's easy to imagine. Pas du tout. Ça, c'est pas le Kippur. Le Kippur est aussi le seke, which is a virtual knot. The seke is a line, a gaze between your mind, your consciousness, and a given place. For example, the sources of water in a glacier thousands of kilometers away. So the Incas had 2 quipus, the quipus that you touch and the quipu of the awareness of all the people that were gathered in one collective awareness of the relationship of the body to the cosmos, of the body to the land, to the water, to the cycle of water, to the galaxies, and so forth. I meant to read you a poem that I will not be able to read you now, but when I wrote that poem,
something quite extraordinary happened. In my poem, I was writing about the cosmic umbilical cord of the Quipu, an idea that had been forgotten for 500 years. And so I write it in my poem, and I discover in the internet this amazing news. Cosmic umbilical cord discovered in the galaxies. If you Google this cosmic umbilical cord, you are never going to find my Quipu, but you're going to discover how the galaxies are knotted to each other through cosmic knots. So... Est-ce que je traduis ça? No, No. il n'est pas nécessaire. But this one. A ti te hablo mi Evra. Evra. À toi, je te parle à travers ce lien. Puente de aliento. Breath. Point d'haleine. Vellón sin hilar. La lame, the non-spin. Oui, la laine non tissée. Chancani means that is not yet born. Habla de lumbre. Chankani, donc ce qui n'est pas encore né, parle du fil. Parle de lumière. Parle de lumière et Spin the threshold. et tisse le seuil. Ça c'est tout. Merci Liane. On a développé une façon assez particulière pour faire cette conversation. En fait, normalement, on demande d'abord des questions au public, s'ils ont des questions, ou s'ils ont quelque chose à dire. Normalement, ils ne sont jamais prêts à ce moment-là. Je répète ce que je viens de dire. C'est comment Cécilia. Cécilia, les galaxies, je crois qu'elles parlent plus fort que la vérité que les humains ne veulent pas entendre sur tout ça. Sur le sens, sur le fait qu'on pourrait rire et que les animaux attendent qu'on les fasse rire. Mais bon, ils attendent depuis qu'on les mange. Vinciane, je relance à toi. Est-ce que les animaux, ils attendent que nous, on les fasse rire ou ils arrivent à jouer tout seuls déjà? Oui, non, ils aiment rire, je pense, mais ils aimeraient bien qu'on les fasse rire. Et on a un truc pour ça. Mais bon, il faudrait qu'on arrête de mourir. Alors ils pourraient rire. Et la Syrie aussi, elle pourrait rire. Je suis pas sûre que ce serait une bonne chose qu'on arrête de mourir pour les animaux parce que, je veux dire, on n'a pas été vraiment... Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On n'a pas essayé. On ne peut pas savoir si on n'a pas goûté. Oui, tu manges de la viande, toi ou pas? Moi, je viens d'en manger aujourd'hui parce qu'on me l'a offert gratuitement juste en face du Louvre. Alors que j'en avais pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. C'est immangeable. Je ne sais pas comment les humains ils font pour manger ça. Mais ça m'était offert. Alors je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Mais c'est immangeable. Enfin, je crois qu'on n'est pas fait pour manger ça. Mais bon. Enfin, je vais expérimenter, donc j'arrivais pas à l'avaler. Merci. Heureusement que j'avais du pain dans mon... Si, on a compris. Je pense que peut-être, j'aimerais bien savoir aussi l'opinion de Vinciane. Non, je pense que c'était un point, vous l'avez mis. Et donc, peut-être on peut mettre une virgule ou on peut continuer avec un adjectif en conjugation, comme j'ai fait moi, parfois. La question, en fait, dans quoi elle m'entraîne, c'est que me montre la difficulté de construire un nous et qu'on ne peut pas aller trop vite pour faire ce genre de choses. Donc moi, je ne peux pas accepter, par exemple, de dire
que les animaux souhaiteraient qu'on ne cesse de mourir, par exemple, parce que ça n'existe pas, les animaux. Enfin, je veux dire, c'est un nous qu'on a créé un peu vite, comme si on disait aussi, c'est immangeable de la viande pour les humains, c'est un nous qui va trop vite. Moi, j'ai besoin de nous qui se créent progressivement, lentement, avec des laines tissées, des laines non tissées, des pelotes, etc. Et je pense que c'est là où je me connecte, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer le travail de Cecilia, surtout pas, ce serait l'horreur absolue. Ou alors on reprend l'étymologie d'expliquer, ça veut dire déplier, ça veut dire sortir des plis, faire des nouveaux plis. Et là, on entre dans les métaphores du tissage. Mais donc les nous, c'est difficile à construire. Et donc je vous entends, mais je peux pas moi faire partie d'un nous qui dirait que la viande est immangeable. Je porte une veste en cuir, ce serait un peu hypocrite de ma part. Et j'aime bien d'être ouverte par des peaux animales. Mais je n'aime pas l'idée que ça s'est peut-être mal passé, que ce n'est pas... Et c'est aussi quelque chose que j'affirme en sachant que je suis en train d'affirmer quelque chose qui suscite le malaise. Mais j'aime bien de manger des animaux. Mais je ne dis pas que ça me rend innocente. Je dis simplement que c'est un rapport que nous avons établi avec eux. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas en manger de façon excessive. Et dans la mesure du possible, mais sans aucune garantie, et en sachant que ça me dédouanera jamais, essayer de manger des animaux qui ont vécu heureux. Et ça peut se vérifier. J'ai fait assez d'enquêtes chez les éleveurs pour savoir où il y a des animaux qui vivent heureux, mais c'est évidemment très dur à entendre pour les végétariens. C'est pour ça que je dis je n'ai pas d'innocence dans cette affaire-là, mais en aucun cas je ne participerai à un nous qui serait construit trop vite, ni pour les animaux, ni pour moi. C'est intéressant parce qu'il peut faire une liaison avec ce que on disait hier avec Joao de Pina-Cabral, qui est un anthropologue, il est avec nous en ce moment dans la salle. Il est parti en fait. On parlait hier en fait de la relation que l'être humain avait pas seulement avec les poissons, sont des pêcheurs qui ont une relation pas seulement avec les poissons qu'ils pêchent, mais ils ont une relation aussi avec la mer dans laquelle ils pêchent ces poissons et surtout la lumière. Donc en fait, je savais aussi que Cecilia, elle voulait dire quelque chose peut-être par rapport à ça, et ça, comme on dit en France, ça tombe bien peut-être. Sí. Relation entre homme et animal. Apelatif, tú dices vivir en poesía. Vivir en poesía, sí. En tu poema, ¿verdad? Yo creo que ese es el vínculo. Y cuando Joao ayer hablaba de un grupo mestizo de la selva del Brasil que viven en un espacio de encantamiento. En el mundo encantado. Pero lo que faltó decir es, ayer, ¿tú comprendes quand je parle? Sono italiano. Okay. Spagnolo dolce, piano piano, lo capisco. Ok, bene. Lo que faltó decir es hacer la conexión entre el concepto tuyo de vivir en poesía y el concepto de la relación del mundo animal con el mundo espiritual indígena, que es el encantamiento. Entonces, muchos grupos indígenas de América no tienen una palabra para poesía, pero la llaman el encantamiento, es decir, el vivir en el canto. Entonces, esa relación de vivir con los animales y en el mundo animal es lo mismo que vivir en poesía. Es muy interesante porque es una relación a través del sonido y a través del canto. Y por lo menos yo me he ocupado de esa relación toda la vida, porque crecí en ese mundo de oír el mundo animal. Donc, tu utilises toi cette expression de vivre en poésie, et c'est intéressant. Moi, je fais le lien avec ce que Joao nous disait hier quand il parlait de communautés indigènes, notamment d'une communauté au Brésil qui vit dans la forêt et qui vit
dans une façon de vivre qu'on appelle, eux-mêmes s'appellent les enchantés et qui vivent dans l'enchantement. Et donc le lien que lui n'a pas fait hier, Joao, c'est avec ce que toi tu appelles vivre en poésie, c'est finalement juste le signifiant qui change, c'est le véhicule qui change, puisque eux, dans leur langue, en fait, il n'y a pas de mot pour dire poésie, mais c'est finalement la même chose, le même signifié, puisque eux parlent de vivre enchanté, de vivre par le chant, en fait, puisque ce sont des hommes qui vivent d'une façon très directe avec les animaux, en présence des animaux, et donc enveloppés par le son des animaux. Et donc ce vivre en chant, c'est vivre avec le son des animaux, et c'est dans le rapport avec ces animaux-là qu'ils vivent en chant, donc en poésie. Et moi, personnellement, c'est quelque chose à quoi j'étais très sensible, puisque j'ai grandi dans cet univers. Ça m'a occupé toute ma vie de vivre dans cet univers très proche de l'animal et à travers le son de l'animal. Non, mais la voix, c'est... Bon. Non, la voix, ça sort d'ici aussi, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Enfin, oui, il y a différentes façons de vivre en poésie. Hay muchas maneras de vivir en poesía. Pour moi, vivre en poésie n'est pas un enchantement. C'est parfois l'enfer. Et l'enfer du monde. L'enfer d'un homme qui participe de la condition humaine, qui ne peut pas être indifférent, insensible, qui est partie prenante de cette condition humaine. Je ne dis pas que c'est simplement l'enfer. Dans l'enfer, on rencontre aussi des gens, on peut faire de belles rencontres en enfer. On peut avoir aussi des moments d'éblouissement, bien entendu. Mais moi, je vis différemment ce rapport. J'ai bien compris ta démarche. Moi, le fait de vivre en poésie, c'est une façon d'abord de fonctionner en tant que personne. J'ai le sentiment que je vis en poète, de vivre en poète, ce sont mes facultés, c'est ma façon d'être au monde, c'est mes rapports aux autres, c'est mes rapports aux animaux justement, aux arbres, à la nature, au cosmos. C'est une autre façon d'être au monde, qui est le fait de vivre en poésie. Cela, bien entendu, n'empêche pas cette proximité. Moi, je ne suis pas là-dedans, dans l'enchantement de l'appartenance à à quoi tu peux appartenir personnellement. Je ne suis pas dans cette appartenance, je suis dans la délicatesse de l'approche. Je veux me rapprocher, je veux comprendre. C'est comme le cheminement, par exemple, je suis quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le rapport amoureux, donc la femme, pour moi, ben, ça a été un très long cheminement. Comment aller vers l'autre, comment explorer ce continent qui s'appelle l'amour. Il m'a fallu un très très long cheminement voilà, donc je suis dans cette tentative d'approche. Je ne peux pas me mettre à la place de l'arbre ou de l'animal, je lui envoie un signe de fraternité. Enfer es infierno. Vivre aussi dans l'enfer, tu as dit. Oui. Ok. Bon, je vais répondre parce que en el mundo indígena, dans le monde indigène, la palabra encantado incluye el infierno. Y para ellos significa vivir esta realidad de supermarket, la opresión colonial, la lucha de la guerrilla, todo eso es parte del vivir encantado. La idea de que el encantamiento es something sweet, that's a Western idea. The indigenous idea, la idea indígena, es que lo encantado es comprender la realidad profunda de todas las realidades. No es una idealización,
Sí. Es un aterrizar en el presente, en el pasado y en el futuro a la misma vez. Précisément, tu parles de l'enfer, l'enchantement dont je parle, et ces indigènes qui se disent enchantés. Pour eux, être enchanté, c'est pas l'acception occidentale de l'enchantement où il y a des petits oiseaux. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout une idéalisation. C'est au contraire un ancrage très précis dans le réel, dans la réalité présente, passée et future. Et leur réalité inclut l'enfer. Pour eux, que ce soit la lutte armée des guérillas, que ce soit le colonialisme, que ce soit le monde mercantile et les supermarchés, c'est l'enfer qu'ils vivent et ça fait tout à fait partie de leurs conditions enchantées. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'acception de l'enchantement. Je voulais peut-être quelque chose sur lesquels je souhaiterais, parce que je suis en train de travailler là-dessus. Je ne travaille plus sur les concepts enchantés, désenchantés, tels que nous les entendons généralement. Et je pense que la façon dont Cecilia l'utilise, c'est beaucoup plus proche de l'étymologie. C'est le chant, c'est d'être dans des chants, c'est d'être dans de la parole musicale. Et moi, pourquoi je refuse de l'utiliser, non pas dans ce cas précis, mais parce que j'ai fini par comprendre que, c'est notre histoire avec Weber, etc., c'est qu'en fait, on partait toujours du principe que les gens avaient besoin d'enchanter le monde pour lui donner une espèce de supplément de magie, parce que ce monde aurait été rendu à la réalité telle qu'il est. Voilà. Donc en fait, c'est comme si le processus, c'est comme si, en fait, accepter qu'il y a un enchantement du monde tel qu'on l'utilise, nous, occidentaux, c'est accepter qu'au départ, le monde n'est pas enchanté, c'est un monde de faits bruts, un monde matérialiste, un monde matériel, qu'il y aurait une première étape qui serait d'un enchantement du monde, avec l'animisme, etc. Une deuxième étape qui serait les Lumières, je vais très vite, c'est de la mauvaise histoire, mais ça dit ce que je veux dire, qui serait le désenchantement du monde. Et puis maintenant que les gens auraient besoin par moment de réenchanter le monde. Et là, je vais utiliser Bergson, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce qu'il suppose que le monde n'était pas enchanté. Exactement. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comment moi je comprends l'histoire telle que inspirée par le faux problème de Bergson, par les recherches de Bruno Latour, par Donna Haraway, etc., par surtout David Abraham dans The Spell of the Sensuous. Comment j'arrive maintenant à comprendre ça, et c'est eux qui m'ont aidé à y arriver, et c'était important pour mes propres travaux, c'est en fait ce qu'il faut arriver à faire, c'est à ne pas désenchanter le monde. Donc David Abraham pose la question de dire, on demande toujours en Occident, comment peut-on être animiste? Et il dit, mais la bonne question, la question que se poserait 90% des cultures de ce monde, là où nous sommes une tellement petite minorité, c'est mais comment peut-on ne pas être animiste alors que ce monde est animé? Et donc comment peut-on ne pas être enchanté alors que ce monde est, je veux dire, non pas plein d'enchantement au sens de la fée clochette et au sens etc., mais au sens, en effet, où ce monde est empli de connexions qui ne sont pas des connexions causalistes, de signes qui se croisent, qui se connectent, qui se tissent, et d'êtres qui remplissent le monde de leurs intentions, de leurs agirs, bons ou mauvais. Voilà, un peu comment Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai essayé mon français. Oh, en anglais ou en espagnol. Ok. Je crois que le cœur de les pensées indigènes, c'est la responsabilité que nous avons de comprendre que nos pensées, nos intentions de cœur est une forme d'énergie qui interacte avec tout ce qui est. Et tout ce qui est vivante, est résonante, est vivre. Entonces, ¿cómo se llama? Alors, if you are aware
that everything is aware, then you step lightly because you know that everything that you do, you think, you feel is tac, 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 creating resonances, creating universes, creating realities. That is what they mean by to realize that this world is an enchantment, positive, negative, on both senses. For example, there is this beautiful story where a shaman in the Amazon is training a young student, takes him to see an American film and in the cinema. And so the young indigenous boy is looking at this Hollywood film, and so he tells him, you see, this is how they enchant the world. You see, this is how they hypnotize, people, because this is the reality they want you to believe that this is the real. So if you are aware that all of these realities are creating realities in turn, it's a question of the reciprocity and engagement of all realities at once. So it all comes down to being responsible for our actions with each other in this moment and in every moment. On a juste 4-5 minutes, peut-être 10. Ce qui est peut-être... Oui, moi, j'ajouterais juste quelques mots. En fait, moi, je ne suis pas dans cette problématique de l'enchantement, des enchantements. Je suis tout simplement dans la présence, la presencia. La présence, le partage aussi, partager. Parce que je suis un nomade, dans ma tête aussi, avec mes pieds. Je suis un nomade, je suis quelqu'un qui essaye de se familiariser avec tous les continents humains. C'est-à-dire, à travers les cultures, à travers... Bon, nous sommes analphabètes, nous sommes constamment analphabètes. Je dis ça à un âge quand même imposant, vous verrez tout, mais c'est quelque chose qui m'effraie. Plus j'avance dans mes connaissances, tout cela, plus je mesure l'ampleur aussi des ignorances, des choses qu'on n'aura pas vues, qu'on n'aura pas connues, qu'on n'aura pas testées. Donc moi, je suis plutôt dans la présence au monde, aux autres, et le partage. Voilà. Mais avec, disons, tout cela, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de cette question, c'est que tout cela à travers le corps. Pour moi, le corps, c'est véritablement la référence. El cuerpo. C'est ça la référence, parce que pour moi, la poésie, c'est quoi? C'est comme un souffle qui monte par mes pieds, qui traverse mon corps et qui sort par ma bouche. Voilà. Donc il a fallu, c'est-à-dire pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait d'abord cette traversée à l'intérieur du corps. Le corps, ce n'est pas simplement des organes, c'est aussi une mémoire. Et quand je dis mémoire, ce n'est pas la mémoire personnelle. Je crois que n'importe quel être humain, quel individu, est un concentré de l'histoire de l'univers. Donc il porte en lui cette histoire, sans parler de l'histoire de la mémoire générique, celle de l'humanité. Je pense qu'on a en nous, au fond de nous, cette mémoire-là, pas seulement la mémoire personnelle, mais la mémoire générique. Ben, voilà, c'est à travers ce corps qui porte en lui cette histoire de l'univers, cette histoire aussi de l'humanité, que la parole poétique prend forme et advient au monde. Je voulais... pardon. Bien, je crois comme toi. La presencia en latín, en español, estar presente es estar frente al ser. Es una idea enteramente indígena. El compartir. Exacto, porque estar presente quiere decir estar frente al ser de uno y de todos a la vez. Sí. Estar presente es una de las palabras más hermosas del idioma español y de todas las lenguas latinas. Entonces, yo honro tus palabras
porque yo vivo de la misma manera. Y lamento que a través de la presencia de Joao, que habló de los encantados, hayamos traído la palabra encantado que parece crear malentendido, porque en realidad yo creo que no hay un malentendido. Estar presente es la forma indígena, porque la palabra encantado es una traducción de las lenguas indígenas, que no es una buena traducción, porque mucha gente la detesta. Muchos antropólogos, mucha gente que estudia el pensamiento indígena no puede ver esa palabra por las asociaciones que tiene, ¿comprende? Pero estar presente y compartir, y que la memoria es la memoria colectiva, eso es puro pensamiento indígena. Je voudrais... Je traduis ça. Bien sûr, c'est juste que moi, j'étais déjà... La présence, puisque tu utilises ce mot, ça ne peut mieux exprimer ma façon d'être au monde et ma façon de concevoir précisément cette pensée indigène, puisque présence en espagnol et en latin, c'est être face à l'être. Et être en présence de l'être, être face à l'être, c'est précisément la substance de la pensée indigène, puisque c'est à la fois être... conscient de l'être de l'autre et de tout un chacun. Donc c'est très profondément en fait la quintessence de cette façon d'être, y compris le malentendu que j'ai regretté hier, que j'évoquais, avec la façon dont Joao a évoqué les enchantés. On a cru en raison de cette mauvaise traduction qu'il s'agissait de cette approche-là de l'enchantement, qui est une approche tout à fait due à cette mauvaise traduction. C'est-à-dire qu'il y a maintenant beaucoup d'anthropologues ou beaucoup de gens qui s'intéressent à la pensée indigène, qui détestent ce mot et qui rejettent complètement ce mot, alors que ce mot ne vient que d'une mauvaise traduction à l'origine du mot indigène. Or, la présence et le partage tel que tu le décris est un des plus beaux mots qui soit pour moi, et le mot qui rend le mieux compte de cette pensée indigène, et moi, pour ma part, de ma façon d'être au monde. Moi, je voulais juste, je ne veux pas fermer la conversation, je voulais juste revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, Vincent Desprez, à propos de l'enchantement du monde, que ce n'est pas nous qui l'avons chanté, il était déjà enchanté. Donc peut-être ça veut dire que dans cette circonférence d'enchantement, quelque chose qui est dans les chants, c'est comme ça que je le traduis en italien, quelque chose qui est dans les chants, ben, il n'y a pas que nous dans les chants. Et donc peut-être que le langage à venir, le chant à venir, ben, ça se passe déjà, mais peut-être ce n'est pas nous qui le chantons, dans le sens qu'il y a plein d'autres choses qui chantent. Alors, je voulais juste revenir encore sur la question d'amuser les animaux, parce que c'est aussi depuis là que j'ai rencontré en fait le travail des Vinciennes. C'est l'esprit ludique d'un corps, l'esprit ludique d'une intelligence et l'esprit ludique aussi d'une voix ou d'un chant. Donc, juste un petit exemple, peut-être si tu as envie ou si tu n'as pas envie, peut-être pas, mais d'un animal qui s'amuse d'une façon qui est totalement animale. Je disais l'autre jour, la soirée des métaphores, je dis en métaphore, par exemple, pour un poisson, si on imagine qu'un poisson puisse faire une métaphore, je disais peut-être ce sera drôle d'imaginer que la métaphore d'une mauvaise journée pour un poisson, c'est une journée d'air frais. Et je me suis dit, ben, imaginons que peut-être les nuages sont capables de faire des métaphores. C'est évidemment une projection tout à fait humaine. Mais je me suis dit, imaginons qu'un nuage puisse faire une métaphore. Pour un nuage, le temps n'est jamais l'argent, mais toujours le temps. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Et donc, juste un exemple pour nous dire qu'est-ce que sont les autres choses qui chantent dans un enchantement. Je me souviens juste... Aide-moi un peu, Alex, dis-moi par où tu veux que je Je me souviens juste un petit oiseau qui jouait sur un toit avec la neige. Ah oui, oui, oui. Et je trouvais que cette image c'était une tellement corneille magnifique. à Moscou. Il y a des gens qui ont filmé une corneille qui était en train de... Mais ça, je savais déjà pour les corbeaux et les corneilles, on pouvait s'y attendre parce qu'il y a quand même des rapports
de cousinage qui permettent, et donc qui s'amusait à glisser sur le toit. Enfin, elle avait trouvé un espèce de mini frisbee, et on la voyait déposer le frisbee au-dessus du toit, et puis boum, elle partait comme ça. Mais ça, je savais déjà des corneilles et des corbeaux, parce que les corbeaux, je savais que par exemple, ils font des trucs où on ne comprenait pas très bien pourquoi ils le faisaient, et puis maintenant on commence à mettre des hypothèses, depuis que les animaux ont le droit d'avoir de l'humour et des choses comme ça. C'est très récent, quoi. C'est vraiment... Oui, le droit des animaux, c'est... Moi, je plaiderais pour des droits à l'humour d'abord, parce que je pense que ça changera plus les choses que des droits comme ça, des simples droits juridiques. Mais où on ne se comprenait pas pourquoi il y avait dans le Grand Nord, les corbeaux, parfois, ils s'amènent près du loup et ils viennent, et pendant que le loup est en train de faire sa sieste, ils lui mordent la queue, quoi, et puis il s'en va. Et alors, en fait, on a compris que chez les corbeaux, il y a deux choses. D'abord, moi, je suspecte qu'ils peuvent avoir de l'humour, et certains le suspectent aussi. Et la deuxième chose, c'est que pour un corbeau, en fait, son prestige et sa bravoure, la bravoure est quelque chose d'important pour les corbeaux. C'est vraiment très important. Donc, il faut montrer qu'on est brave. Ça change la relation avec les autres, le fait de montrer qu'on est brave, comme chez nous aussi parfois. Et donc, aller becter le truc d'un loup, il ne fait jamais ça quand il est seul, quoi. Il y a toujours du monde au balcon. Et aller becter la queue du loup, pour un corbeau, alors là, c'est vraiment épater les autres. Et ils font tout le temps des trucs comme ça, et on serait bien surpris de penser ce que les animaux font, mais comme on n'a jamais imaginé qu'ils pouvaient faire des choses gratuitement, qu'ils pouvaient avoir de l'humour, etc., on a toujours donné des interprétations hyper fonctionnalistes à ça. Mais c'est assez impressionnant. Maintenant, une fois qu'on sort un tout petit peu de ces chaînes fonctionnalistes et qu'on devient un tout petit peu plus flexible, tout à coup, on se dit, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant qu'on était absent? Et ce que j'appelle être absent, c'est de ne pas regarder, quoi. Jouer, jugar un poquito. Sí, los animales juegan. Sí. Sí, ha sido realmente maravilloso escucharlos a ustedes y compartir con ustedes. Y yo creo que el lenguaje por venir es, si hay futuro, va a ser la poesía. Ça a été un grand bonheur vraiment de vous entendre et de partager ce moment avec vous. Et donc moi, pour ma part, je dirais que le langage à venir, si futur il y a, ce sera la poésie. Merci. Merci.